une production du Studio SF. Salut tout le monde, bienvenue à Elle parle spécial confinement. J'espère que vous allez bien. C'est sûr que cette semaine, c'est encore une semaine difficile sur le plan, je pense, du moral collectif avec tout ce qui se passe dans les CHSLD. J'ai moi-même fait une petite publication sur mon Facebook pour dire que j'avais beaucoup d'admiration pour tous ceux et celles qui se battent au front dans un contexte aussi difficile, dans un contexte aussi dramatique. Il n'y a pas de mots justes pour exprimer toute la compassion qu'on peut avoir, je pense, à leur endroit. Puis c'est pas toujours évident non plus, là, télétravail, conciliation travail-famille, tout ça, disons que c'est rock'n'roll, les parents sont fatigués, je les comprends. Cette semaine, on reçoit Élise Desaulniers. Élise Desaulniers, vous la connaissez peut-être parce que c'est une autrice très active depuis 10 ans sur toutes les questions de véganisme, d'antispécisme. Elle a écrit notamment Je mange avec ma tête, Vache à lait, Le défi vegan 21 jours et d'autres ouvrages. C'est maintenant la directrice générale du SPCA et elle amène vraiment toute une réflexion hyper pertinente sur l'antispécisme notamment, mais aussi sur la question du féminisme en lien avec cette oppression. Donc, je pense que c'est une voix incontournable du véganisme au Québec. Elle a été très éloquente. Ça faisait longtemps que je voulais lui parler, mais j'avais pas eu la chance encore d'avoir cet entretien-là parce qu'il y a eu la crise du COVID-19. Donc, je pense à vous. J'espère que vous tenez bon. Et oui, bon, j'imagine que ça va bien aller, même si ce slogan commence à me taper un peu sur les nerfs parce que des fois, ça va pas. Bonne écoute tout le monde. Allô, Élise! Allô, Léa! Comment ça va? Ça va super bien. Ben, déjà, comme tu as parlé, ça fait longtemps là, qu'on veut se parler. Puis, on était dû pour se parler, genre au tout début de la pandémie. Puis là, évidemment, on ne l'a pas fait en personne. Puis, comme j'avais super hâte de ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu comme une discussion de fond là, sur des questions qui m'intéressent. Puis, c'est comme un highlight, là, comme de te parler ce matin. Fait que ça va. Ben écoute, je m'excuse encore d'avoir annulé, là, faut le dire. On était malades, on a eu le pied main bouche. Les parents sauront ce que c'est comme problème. Ça ressemble un peu à la lèpre, finalement, sur les mains. Excuse-moi du détail. Mais non, donc il a fallu que j'annule. Puis là, j'avais pris une petite pause, mais là, je m'y remets. Puis comme toi, j'ai besoin de discussion, d'échanges. Je veux dire, le confinement, c'est beau, là, mais avec un bébé, c'est le fun aussi. Mais je veux continuer le parler parce que ça me permet justement d'avoir des discussions d'adultes. Mais je pense qu'on a aussi besoin de contenu qui est pas juste comme des statistiques, puis des courbes, puis des projets, des confinements, puis tout ça, puis on a besoin de parler d'autres choses aussi dans la société. Ben je pense que oui, hein. Je pense que oui. Puis toi, comment ça se passe? Parce que les gens savent, je l'ai dit dans l'introduction du podcast, que tu es directrice générale de la SPCA de Montréal. Est-ce que le refuge continue d'opérer? Est-ce que ça fonctionne encore? Ça continue de fonctionner. En fait, on est un service essentiel. Donc, ça a été déjà un gros soupir de soulagement là, au début de la pandémie, de savoir qu'on pouvait continuer de faire notre travail. Mais on fonctionne au ralenti. Pourquoi? Ben parce que distanciation sociale oblige. Là. Je veux dire, on peut pas être tout tassé 135 employés dans ce petit building-là comme on l'était avant. Donc, on prend que les abandons urgents. Les adoptions se font sur rendez-vous. Ça nous obligeait à faire des mises à pied, à mettre de côté aussi des services qui étaient super importants pour nous, la stérilisation des animaux, stérilisation des chats errants. On doit mettre ça de côté parce que le matériel médical, ben il y a une pénurie partout. Là, fait qu'il faut comme le garder pour le personnel de la santé. Il y a même des médicaments qu'on utilise dans les chirurgies qui sont en ce moment en manque au Québec, donc on n'y a pas accès, donc on fait plus de chirurgie, on fait que les trucs très urgents, fait que ça a obligé à tout repenser, cette façon qu'on fonctionne, puis à faire des mises à pied, puis ce qui est épouvantable, là, je m'attendais jamais à avoir à faire ça dans ma vie, être obligé de dire aux gens, ben tu sais, comme malheureusement, on va devoir se passer de tes services pour un petit bout de temps, c'est terrible. Après ça, c'est de comprendre c'est quoi les programmes gouvernementaux, puis je suis sûre que tout le monde qui est en affaires puis qui travaille dans des organismes et tout ça sont dans la même
situation, mais puis il y a vraiment pire que nous, mais c'est pas facile. Puis comme tout le monde, on s'attendait pas à ça. Là. Nous autres, on se préparait au printemps puis à l'été, qui est la période super chargée, puis ça nous obligeait à tout repenser. À tout, à rassurer le monde, puis à redéterminer c'était quoi les urgences puis les priorités. Puis là, ben évidemment, il y a le 1er juillet qui nous fait super peur, tu sais, comme c'est toujours été dur de se trouver un appartement pour des familles un petit peu moins riches, pour les familles avec des animaux encore plus. Puis là, cette année, qu'est-ce qui va se passer? Puis comment nous, on va pouvoir gérer ça? Ça nous fait un peu paniquer. Mm-hmm. Puis aussi, on s'entend que c'est... Bon, ça demeure le milieu communautaire, là. C'est pas des salaires énormes non plus. C'est pas des conditions de travail faciles, j'imagine, que vous avez. Donc, en plus de ça, je veux dire, on se retrouve... les employés de la SPCA doivent se retrouver un peu dans un contexte de paupérisation, là, quelque part, de une situation économique défavorable. Je veux dire, comme beaucoup de gens, beaucoup de Canadiens en ce moment, on vit tous un stress financier, là, quelque part. Partout à travers la planète. Puis je pense qu'au Canada, on a peut-être l'avantage sur d'autres pays d'avoir quand même des programmes qui ont été mis en place qui aident les gens, mais t'as raison. Quand tu travailles au salaire minimum puis qu'on coupe tes heures de 20%, c'est une catastrophe. Tu sais. Et il y a plein de gens autour de moi qui vivent cette catastrophe-là. Et je me sens super cheap comme boss de devoir leur faire subir ça. Mais en même temps, j'ai pas le choix parce que je veux qu'on puisse continuer d'offrir nos services dans les prochains mois, dans les prochaines années. Fait qu'il faut que je m'occupe de la santé financière de l'organisation. Diminuer, nos revenus diminuent. Fait que j'ai pas de faire des mises à pied, mais en même temps, ben il y a des humaines qui en souffrent de ça. Ouais, tu dis humaines parce que c'est beaucoup des femmes qui sont employées pour toi, c'est ça? Ouais. Ben, comme dans tous les milieux de care, là, c'est 90% de femmes, en fait, chez nous. Les gars sont vraiment des exceptions. Puis on le voit, hein, ben c'est ça. Mais nos employés, c'est quoi? C'est des réceptionnistes, c'est des téléphonistes, c'est des préposés au chenil, des vétérinaires, des techniciennes en santé animale, des évaluatrices canines, des préposés à l'adoption. C'est vraiment des métiers, des métiers féminins. Et puis on voit ça dans tous les milieux de care, là, évidemment, mais dans le milieu de la protection animale, dans le milieu des droits des animaux aussi, c'est très, très, très féminin. Puis je me demande, c'est quoi aussi l'impact direct aussi sur la vie des animaux là en ville? Est-ce qu'il y a un impact de cette crise-là, justement, l'absence de cette ressource-là qui est fondamentale au final? Est-ce que vous voyez déjà des effets délétères sur la vie des animaux? Je pense que les animaux s'en sortent assez bien en ce moment. Bon. S'il y a un groupe dans la société qui s'en sort bien, c'est les animaux. Déjà, pour les animaux de la faune urbaine, il y a sans doute beaucoup moins d'accidents qu'il y avait. Parce qu'il y a moins d'autos, il y a moins d'accidents. Donc, c'est quand même formidable. Les chats errants, évidemment, c'est pas facile comme vie pour un chat errant, mais ils s'en sortent relativement bien aussi. Les chats, les chiens, les animaux domestiques qui appartiennent à des humains, nous, on va les prendre quand c'est des cas urgents. Mais ce qui est le fun, c'est que là, on discute avec les gens qui devaient abandonner leurs animaux, qui voulaient abandonner leurs animaux, puis on les aide à trouver des solutions. Puis je réalise que finalement, quand on donne du soutien, ben il y en a des solutions qui sont pas à l'abandon. Tu sais, je pense à quelqu'un qui va abandonner son chat parce que son chat fait caca en dehors de la litière. Tu sais. Normalement, on aurait pris le chat, on l'aurait fait voir par un vétérinaire, puis il aurait été mis en adoption, puis il aurait trouvé une autre famille. Là, on prend le téléphone, on appelle la personne, on discute avec elle, puis on dit, tu sais, peut-être elle se rajoute une autre litière, change de sorte de litière. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans son environnement au chat? Puis on aide les gens à continuer d'habiter avec leurs animaux. Fait que je pense que ça nous oblige à s'exagérer, là, abandonner un chat pour sa litière. Il me semble qu'on peut... En tout cas... Commentaire éditorial. On peut comprendre les gens, tu sais, puis on en parlait au début, tu sais, quand t'as des enfants puis tout ça, t'es à bout. Peut-être que comme la marde du chat à côté de la litière, c'est quelqu'un qui fait déborder le vase puis t'es comme ça, je suis plus capable. Oui, moi j'ai des discussions avec mon chum là-dessus parce que notre chat est un chat particulier avec tout un caractère, puis on est fatigué avec le petit, je veux dire, qui apprend à marcher, qui a le pied main bouche, qui arrête pas, puis là, le chat qui est en dépression, on soupçonne un manque d'attention chronique. En tout cas, bon, c'est vraiment pas si grave que ça dans notre cas. Mais toi, c'est quand même fou parce que t'es passé
d'autrice intellectuelle, tu l'es encore, là, par ailleurs, mais quand même à gestionnaire, là. Puis là, tu as la plus grosse crise de l'histoire qui se déroule. Je veux dire, je savais pas, moi, que tu étais une gestionnaire, en plus de ça, tu sais. Ouais, ben moi non plus. Non, mais déjà, tu sais, je gère pas le système de la santé au Québec, là, comme tu sais, il y a d'autres femmes qui ont des rôles de gestion plus importants que moi, mais c'est drôle parce que moi non plus, je pensais pas que j'étais une gestionnaire, je pensais pas que je pouvais le faire, je pensais pas que je pouvais être une bonne gestionnaire. J'avais travaillé en pub, j'avais travaillé dans une compagnie aérienne, donc j'avais géré des équipes, des budgets, des trucs comme ça, là, je connaissais ça, mais je pensais pas que j'étais bonne, tu sais. Puis c'est drôle, donc j'étais sur le conseil d'administration, on a eu besoin d'un directeur général par intérim. Je fais tu sais, moi je suis à mon compte, je peux le faire. Puis et j'ai surtout pensé à tout ce que j'avais lu, tu sais, des femmes qui disent que sont pas capables, sont pas assez bonnes. Souvent, elles vont pas appliquer sur des jobs parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas les qualifications, alors que le gars qui a le même CV, lui, il va comme appliquer sur des jobs trop hot pour lui. Le confidence gap chez les femmes, je pensais à tout ça parce que c'est des enjeux sur lesquels je réfléchissais, sur lesquels j'avais écrit. Puis là, j'ai fait, OK, commande, là, comme, tu sais, t'es pas pire que les autres qui t'ont précédé. Puis je voyais autour de moi plein de mauvais gestionnaires, tu sais. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais être quand même sans doute moins pire que ça. Puis c'est ça qui m'a donné comme le courage de foncer puis de sauter, puis je pense que je suis vraiment pas si pire que ça aussi, tu sais. Tu sais, j'ai évidemment plein de points à améliorer, puis ça, c'est quand t'es gestionnaire, je pense que tu l'as en pleine face, là, comme t'as du feedback de tout le monde, puis je leur demande du feedback, tu sais, fait que mes collègues m'en donnent, là, tu sais, je suis pas... C'est ça, je suis trop ça, mais je veux m'améliorer, mais que la base est là, est pas pire, puis que comme gestionnaire, j'ai la possibilité de changer les choses puis d'améliorer les choses. Puis en fait, c'est exactement ça que je voulais faire comme militante, tu sais, rendre le monde un peu plus meilleur, un peu plus juste. Fait que j'ai le rôle pour le faire, là. Parce que justement, tu sais, ça fait tellement d'années qu'on te suit, qu'on te connaît par ton militantisme antispéciste, ton militantisme vegan, puis je me suis toujours demandé en pensant à toi, tiens, d'où ça vient ça, cette envie de s'impliquer de cette façon-là, cette flamme, cette passion? Est-ce que c'était inné? Est-ce que t'es né puis là, tu voyais des animaux puis tu étais sensible à eux, ou comment ça s'est développé chez toi? Pas tant que ça. Ben, tu sais, j'ai eu des chats significatifs dans ma vie, des histoires, des belles histoires, des histoires dramatiques aussi. Il y a des animaux qui ont joué des rôles importants dans ma vie. J'ai tout le temps été un peu organisatrice, un peu militante. Je me suis impliquée en politique, par exemple, autour du référendum de 95, mais pas tant que ça. Tu sais, j'étais pas la première en avant sur le stage. Je suis assez introvertie, je suis assez gênée aussi. Fait que, tu sais, parler en avant, je ne pas avoir mon nom à quelque part, je ne traite pas, mais l'écriture, oui, j'avais écrit des lettres ouvertes, là, je me rappelle, j'étais au secondaire, j'écrivais des lettres ouvertes aux Nouvelles-Listes de Trois-Rivières pour comme, genre, tout me gossait, puis j'écrivais des lettres ouvertes pour me plaindre. Mais pas plus que ça. Je me suis impliquée dans des milieux écolos, puis tout ça, mais pas... Oui, il y avait en moi une volonté de rendre le monde meilleur puis un souci de justice, mais pas tant que ça. Puis très vite, j'ai commencé à faire de la pub, puis j'ai commencé à faire de l'argent, puis comme ma stimulation venait du travail puis de l'environnement dans lequel j'étais. Puis il y a une douzaine d'années, je suis tombée sur un livre d'éthique animale, Introduction à l'éthique animale de Jean-Baptiste Jean-Geneviève. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. Je lisais pas beaucoup d'essais à l'époque. Puis, mon chum enseignait un cours d'introduction à l'éthique, il avait commandé plein de livres, dont ce livre-là. Moi, j'avais reçu sa commande Amazon au bureau, j'avais ses livres dans mon sac, j'étais dans un café, j'attendais un ami qui était super en retard, puis je regardais c'était quoi les livres que je pourrais lire pour combler le vide. Et celui-là me semblait le moins plate de la gang, donc l'éthique animale. Je me suis dit, j'aime les chats, j'aime les animaux, je vais lire. Et genre, j'ai lu 2 chapitres, puis d'ailleurs, je l'ai jamais fini, le 10 livres, là, ça c'est drôle, mais j'ai lu 2 chapitres, et ça m'a vraiment jeté à terre. Puis là, il faut se reporter, on est il y a 12 ans, donc on parlait vraiment beaucoup moins de ces enjeux-là qu'aujourd'hui. Réaliser que j'aimais les animaux, mais que ceux que je mangeais étaient élevés dans des conditions épouvantables. Puis
cette petite phrase-là qui découle de Darwin, que la différence entre l'humain et les autres animaux, c'est une différence de degré puis pas de nature. Puis là, je me suis mis à réfléchir, mais s'il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre l'humain et les autres animaux, qu'est-ce qui vient justifier le fait qu'on en a en situation d'esclavage épouvantable comme ça pour quoi? Mon plaisir gustatif, mais tu sais, je sais que je peux manger d'autres choses que des animaux. J'avais des amis végétariens puis véganes autour de moi. Comment je peux aimer les chats, moins les autres animaux? En tout cas, j'étais bouleversée et je suis rentrée chez nous. J'ai dit au chum qu'on allait dorénavant être végétarien et j'ai dû convaincre un prof de philo qu'il fallait qu'on soit végétarien. Donc, à mon tour, j'ai commandé plein de livres et j'ai commencé à lire là-dessus les auteurs un peu marquants, là, Peter Singer, Tom Regan, etc., des hommes surtout à l'époque. Puis, parallèlement à ça, j'ai rencontré d'autres personnes véganes, militantes, et ça s'est comme tout placé. Puis moi, je lisais non-stop là-dessus, mais je me disais que ça servait un peu à rien de lire juste pour moi. Fait que j'ai commencé à bloguer, puis c'est comme ça tout s'est enchaîné. C'est devenu un livre, c'est devenu des conférences, c'est devenu la petite place que j'ai dans la sphère publique. Mais ça s'est fait tout seul, puis c'est comme si j'avais pas le choix de le faire, là. Je sentais que il fallait que je milite, il fallait que j'en parle. Ce que je voyais comme injustice entre l'humain et les autres animaux, puis les autres injustices sociales sont comme apparues plus tard. Là, je les voyais moins à cette époque-là. C'était tellement gros qu'il fallait que j'en parle, puis il fallait que je lutte contre ça. Puis c'est donc tardivement que c'est arrivé dans ta vie? Oui, j'avais début trentaine, là. C'est fou parce que des fois, on se dit on n'ose pas. On n'ose pas aller vers quelque chose, une idée, une perspective, un champ, etc. Alors que finalement, tout est possible. Je veux dire, il n'est jamais trop tard pour s'initier à ce genre de questions-là. Oups, je te parle un petit peu. Ouais. Mais j'ai compris ta question. Oui, OK, t'as compris. Bon. Mais aussi, tu sais, c'est le moment, j'imagine, où tu arrives, tu manges, puis là, tu as un steak, puis là, tu es comme, mais ceci est une viande. Ceci est une vache qui est décédée, tu sais, qui avait une vie finalement. C'était fou parce que, tu sais, la compagnie aérienne pour laquelle je travaillais, c'était Air France. Je faisais des voyages à Paris à tous les mois en classe affaires. Comme aujourd'hui, l'écolo en moi, comme capote, le voit comme l'impact en GES, mais je le voyais beaucoup moins à l'époque. Puis, je tripais sur mes voyages en classe affaires, sur le foie gras. Tu sais, il y a du monde qui deviennent véganes qui n'ont jamais aimé la viande, là. Moi, je tripais sur la viande, je tripais sur la cuisine française. J'avais enfin accès à cette espèce de luxe français-là, des fromages et tout ça. Et je me rappelle le premier voyage que j'ai fait après cette espèce d'épiphanie-là, tu sais, fait que je suis comme, hey, tu sais, je vais comme commander le repas vegan en avion, là. Mais puis on est en classe à faire, tu sais. L'entrée, c'est des crudités. Je suis comme, OK, bon, tu sais, c'est correct, on va... À côté de moi, ils mangent du foie gras, moi, je mange des crudités. Le plat principal, c'est les mêmes crudités, mais qui sont comme sautées avec du riz. Et puis le dessert, c'est une coupe de fruits, mais je suis, tu sais, découragée. Comme puis je fais, ben tu sais, comme tant pis, peut-être que j'ai perdu le plaisir gustatif, mais la cause derrière est trop importante. Puis je me disais, mais tu sais, personne va le savoir si je mange un peu de viande, là. Comme, tu sais, personne va me voir, surtout si je suis pas au Québec. Puis j'étais juste plus capable, là, ça m'écœurait. Puis j'ai comme continué de manger du poisson un petit peu dans les semaines qui ont suivi, mais comme vite, j'ai compris que maintenant le poisson était capable de souffrir lui aussi. Puis les produits laitiers, les œufs, c'est venu aussi dans les semaines qui ont suivi quand j'ai compris que finalement le problème d'exploitation animale était le même partout. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai quand même découvert le plaisir de manger vegan, comme il y a de la gastronomie végane. Ça peut être super bon. Ah, mais tellement, je veux dire... Pas obligée de manger des crudités comme j'ai mangé cette fois-là dans l'avion, tu sais. Puis aussi, ça a beaucoup changé depuis 10 ans, là. Moi, quand je vivais à Paris, il y a 10 ans, c'était vraiment le grand désert, là. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de choses. D'ailleurs, comment qu'elle s'appelle, la fondatrice de Love? Pas la fondatrice, mais la chef, là. Oui, puis j'ai son livre devant moi, puis là, j'essaie de voir Stéphanie Audet. Oui, Stéphanie Audet, elle a lancé un resto d'ailleurs au Portugal, à Lisbonne, puis Seigneur Rouva, ça s'appelle, si après le déconfinement, vous aurez la chance d'y aller. En tout cas. Mais tu sais, tu te décris comme une féministe antispéciste, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est pas tout le monde qui est familier avec cette notion-là d'antispécisme, puis je trouve que ça serait quand même pas pire que tu nous rappelles un peu les assises de cette perspective-là.
Ben, les antispécistes, puis ça, on en a beaucoup parlé dans les médias au début de l'année parce qu'il y a eu de la colle dans des serrures, puis toutes sortes de manifestations, puis soudainement, le mot a pris de l'ampleur, mais c'est pas nouveau. Le terme est apparu dans les années 70. C'est un Britannique... Richard Ryder qui l'a développé et ça a été popularisé par la suite par Peter Singer, philosophe australien qui maintenant est aux États-Unis. Et l'idée de l'antispécisme, c'est de voir en fait que le spécisme, c'est une discrimination arbitraire en analogie avec d'autres discriminations arbitraires comme le racisme ou le sexisme, mais qui là n'est pas basé sur la race ou le sexe, mais qui est basé sur l'espèce. Et l'idée, Ryder à l'époque, lui, l'a développée quand il s'intéressait aux animaux de laboratoire. Et il se disait, mais tu sais, si on utilise les animaux pour faire de l'expérimentation, c'est parce qu'ils sont capables de souffrir, comme les humains. Sinon, on ne testerait pas des médicaments puis des procédures chirurgicales sur eux. Mais pourquoi on les utilise eux et pas les humains? Pourquoi leurs intérêts sont pas respectés? Il n'y a pas quelque chose d'un peu d'arbitraire là-dedans. Et c'est comme ça que le terme spécisme s'est développé. Puis c'est vrai que si on prend un pas de recul, les animaux, comme les êtres humains, ont un intérêt à vivre, ont intérêt à pas souffrir. Dès lors, pourquoi on reconnaît pas cet intérêt-là? Qu'est-ce qui nous donne le droit de les exploiter dans différentes sphères de notre vie? Puis il n'y a pas quelque chose d'un petit peu arbitraire là-dedans, parce que de toute façon, il n'y a pas une différence fondamentale entre l'humain et les autres animaux. On est des animaux comme les autres. On fait partie d'un même continuum biologique. Il y a un propre de l'humain, il y a aussi un propre du chat, puis il y a aussi un propre de n'importe quelle espèce animale. Puis ça fait comme quelque chose de pas juste dans à ce que il y ait comme une grande catégorie d'animaux qui soient mis de côté, dont les intérêts sont complètement mis de côté. Puis c'est un peu ça le spécisme. Et donc les antispécistes se battent contre ça. Et concrètement, on se bat pas pour que les chats aient le droit de vote, puis qu'un système d'éducation pour les poissons, mais pour que les intérêts des autres animaux soient respectés, soient pris en considération quand on prend des décisions. Et à cet égard-là, il y a un véritable freak show en ce moment j'ai fait une petite mention de ça cette semaine, mais Tiger King est un exemple d'exploitation animalière dégueulasse, horrible. Je veux dire, si on ne prend pas conscience de cette exploitation-là, je trouve que cette série-là démontre tout à fait cette espèce d'apologie de l'exploitation animalière. Je ne sais pas si tu as vu la série. Pas encore, mais comme quand je vais sur Netflix, c'est toujours en gros, ça me fait super peur, là. Ben, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant à analyser dans ce rapport-là viriliste à l'exploitation animalière dans son état le plus brut. En tout cas, c'est vraiment déprimant. En même temps, c'est une série qui est bien faite, puis tu te dis ça se peut pas que ça aille jusque-là. En même temps, ils se disent protecteurs des animaux puis protecteurs des tigres, mais ils les exploitent au final quand même. Mais cette conscience-là, j'ai l'impression aussi de dire, bon, le respect animalier, le respect du droit des animaux, c'est pas quelque chose de tellement finalement acquis pour tout le monde. Je sais pas pourquoi on se restreint à vouloir toujours émettre cette espèce de hiérarchie sociale. J'ai de la misère à le comprendre, ça. Pourquoi tel animal vaut plus qu'un autre, tu sais? Oui, il y a plein d'hypothèses là-dessus, mais je pense que tu avais une partie de la réponse quand tu parlais de Tiger, comment il s'appelle? Tiger King. Tiger King. Tu as parlé de quelque chose de viriliste. Puis je pense que il y a une question de domination là-dedans, de suprémacisme humain, de même de privilège humain. Je pense que les humains, on aime vraiment ça, dominer. On cherche à dominer. On a dominé, si on prend de ce qui est en haut de la pyramide en ce moment-là, l'homme blanc, cis, hétérosexuel, riche, anglophone même, mettons, on nommera pas de nom.
Mais tu sais, il y a cette volonté de dominer d'autres races, de dominer les femmes, de dominer les personnes en situation de handicap. On a besoin de se sentir au-dessus de tout. Et chez les humains, puis même les humanistes qui cherchent comme un peu à considérer tous les humains de pied d'égalité, il y a quelque chose qui les rassure à dire on n'est pas des animaux. T'sais, OK, on va considérer les femmes, on va considérer les personnes en situation de handicap, on va même peut-être avoir une certaine ouverture sur l'homosexualité, etc., mais on n'est pas des animaux. Il y a comme quelque chose de rassurant là-dedans pour les humains de se définir non pas pour ce qu'ils sont, mais en se définissant par rapport à un autre groupe. Puis là, ben, puisque il y a plus grand monde à dominer, ben il va rester à peu près juste les animaux. Puis il faut dire que ça nous arrange, de la même façon que ça nous a arrangé longtemps de dominer les personnes noires ou de dominer les femmes, mais de dominer les animaux, il y a quand même quelque chose de vraiment pratique là-dedans, là, comme, tu sais, c'est bon, de la viande, puis les animaux nous procurent du plaisir gustatif, ils nous procurent du lait, ils nous procurent des protéines. Notre système entier est basé là-dessus. Remettre ça en question, ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements fondamentaux dans la société. Et ça fait peur. Peut-être qu'à la base aussi, il y avait un élément de pratico-pratique qui s'alimenter qui était là. Il y avait ce besoin-là. Il y avait un besoin économique aussi. Mais je trouve ça intéressant, au-delà même de ce besoin qui peut être justifié. Là. Il y a quand même un raisonnement logique à tout ça. Mais la domination comme telle est fascinante. C'est pourquoi on veut dominer l'autre. Moi, je me pose beaucoup cette question-là quand je vois ce genre de comportements qui sont perpétrés et encore valorisés de nos jours malgré ce qu'on prétend. On prétend être dans des sociétés égalitaires où tout est possible, où les droits sont respectés. Or, c'est pas vrai. Il y a encore des actes de domination et souvent le dominant n'ose pas révéler sa volonté de domination sur autrui. C'est rare que tu vas avoir un dominant qui va se remettre en question. Mais tu sais, quand je commande des trucs sur Amazon parce que j'ai peur d'aller au supermarché ces temps-ci, la personne qui vient me le livrer, ça, puis la personne qui a travaillé dans l'entrepôt d'Amazon, puis ça, je les domine, là, tu sais. Ben oui, la domination peut être invisible, la domination peut être là. Je veux dire, moi, si j'achète un vêtement de maternité H&M, je suis désolée, mais je perpétue un acte de domination. C'est juste que je vois pas la conséquence. Et c'est peut-être aussi ça, on reste dans notre insouciance. Si je commande un poulet frit, whatever, ben je contribue à une domination animalière. Tu sais, c'est juste que je l'ai pas dans la face. Si je l'avais là, je parle pas nécessairement de moi là, mais dans le quotidien, on l'oublie peut-être. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut sensibiliser et montrer les images là. Tu sais. Ouais, puis il y a des psychologues, je pense à Mélanie Joy par exemple, qui a élaboré la notion de carnisme par analogie au machisme, par exemple, ou qui parle d'une idéologie invisible. Le carnisme dit que c'est normal, naturel et même nécessaire de manger de la viande. Je pense que si on fait le tour des gens autour de nous, qu'on leur demande pourquoi tu manges la viande, ils vont dire parce que tout le monde mange la viande, parce qu'on mange de la viande depuis toujours, parce que j'en ai besoin pour être en bonne santé, parce que c'est comme ça. On se pose pas de questions de la même façon que jusqu'à tout récemment, moi je me posais pas de questions quand j'achetais du linge chez H&M. Ça allait de soi que le printemps, j'avais envie d'avoir des petites robes fleuries et que je voulais pas les payer cher puis que c'est bien cool d'aller chez H&M. Et comme jusqu'à tout récemment, je trouvais ça normal de commander sur Amazon parce que c'est bien pratique. Tu sais, il y a quelque chose de normal, naturel, nécessaire. J'en ai besoin, c'est comme ça, j'y ai accès. Mm-hmm. On est plongé là-dedans, là. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de réfléchir à ça, puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, la vie va vite. Réfléchir, c'est un privilège quelque part. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend une éducation. Bien, pas nécessairement une éducation, mais ça prend la volonté. C'est de l'espace mental. Ça prend l'espace mental. Je veux dire, quand tu as une charge mentale familiale puis que tu es occupé à juste survivre, là, je pense pas que c'est pas... Moi, personnellement, j'ai une fatigue cognitive depuis que je suis mère, OK? Donc, j'ai l'impression qu'il faut aussi des fois se poser des questions puis faire l'effort. Puis moi, je veux pas blâmer les gens non plus qui ont pas le goût de se questionner là. Peut-être que ça viendra éventuellement. Mais je veux revenir à ce que tu disais par rapport au dénigrement de l'animal, tu sais. Puis au dénigrement, comme si on disait, toi, t'es pas une cochonne, tu sais,
le terme cochonne va être utilisé pour diminuer une femme sexuellement. Le terme vache va être utilisé pour aussi dénigrer une femme intellectuellement, etc. Et dinde, etc. Vous n'êtes pas des cochons, vous n'êtes pas toi t'es un chien, t'es une chienne. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments dans l'insulte. Je l'ai un peu étudié, puis dans ses racines, même dans les origines de la langue française et dans son développement, on a beaucoup utilisé les termes d'animaux pour diminuer l'autre. Mm-hmm. Et particulièrement les femmes. Mm-hmm. Dinde, vache, cochonne, vas-y, il y en a beaucoup, là. Chienne, beaucoup, tu sais. Puis je me demande pourquoi on utilise ces termes-là pour insulter les femmes? Est-ce que c'est encore en lien avec l'espèce de virilité toxique? Pourquoi? Ben, je pense que les termes qu'on utilise pour diminuer, on utilise des images qu'on considère comme inférieures parce que insulter, c'est vouloir rabaisser. Si je veux t'insulter, je vais te traiter de Christ de pute ou de salope. Je te traiterai pas de première ministre ou de PDG, tu sais. Donc, donc, utiliser des termes d'animaux animalisés, puis on l'a beaucoup vu aussi, Dalila Wada travaille sur ces questions-là d'animaux et de racisme. Animaliser, c'est rabaisser. Donc, si on fait des parallèles, si on traite une femme noire de guenon, on la rabaisse. Si on traite une femme de pute, on la rabaisse. Mais si on traite une femme de vache, on la rabaisse à un statut d'animal qu'on considère comme inférieur. Insulter, c'est vouloir écraser. Oui, et écraser, ceci dit, les femmes. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on analyse un peu l'élément sexiste là-dedans. Entre le sexisme, justement, quand on parle de séries d'oppression qui s'entrechevauchent, entre guillemets, là, on a vraiment un cas de sexisme, mais aussi de dénigrement de l'animal. Tu sais, il y a un lien, je pense, à faire clairement dans cet usage rhétorique-là. Ben oui, on veut rabaisser les femmes, les animaux sont considérés comme inférieurs. Tout ça, c'est entremêlé. En fait, plusieurs féministes l'ont dit, plusieurs antispécistes le reconnaissent aussi, les structures de domination puis de pouvoir qui permettent l'oppression des femmes, qui permettent aussi l'oppression des personnes c'est les mêmes qui permettent l'oppression des animaux. Il y a tellement de parallèles à faire. Carol Adams le fait souvent là, depuis la politique sexuelle de la viande parue à la fin des années 80. Par la suite, il y a des autrices qui ont fait des parallèles avec le racisme aussi. C'est un exemple tout bête, mais quand le père de la gynécologie moderne qui travaillait sur et c'est je me rappelle plus son nom et puis il faudrait le retrouver pour les notes qui a travaillé au 19e siècle sur des femmes pour réparer les fistules, le déchirement de la paroi vaginale qui a lieu pendant l'accouchement. Il faisait ses expérimentations sur des femmes noires en disant que elles souffraient moins que les femmes blanches et donc elles n'avaient pas besoin d'anesthésie. Et par la suite, quand il a mis ces techniques en place, il a utilisé l'anesthésie sur des femmes blanches. De la même façon, on fait de l'expérimentation sur des animaux, souvent sans utiliser l'anesthésie. Puis après ça, par la suite, quand on tombe sur des humains, bien évidemment, on reconnaît leur capacité à souffrir. C'est la même chose, c'est pogné ensemble. On domine de la même façon tout ce qu'on a à dominer. Et je pense que si on veut renverser ça, ben il faut prendre le paquet en entier puis pas mettre les animaux de côté. Je pense. OK, donc dans la lutte comme telle, dans la lutte féministe, il faut intégrer vraiment cette perspective-là, tu penses? Je pense que oui, quand on regarde les formes de violence qui sont faites envers certains groupes d'individus humains, on a les mêmes formes de violence envers les animaux. Des fois, quand on repense à de la violence conjugale, il y a eu de la violence envers les animaux avant d'en avoir sur les femmes. Je suis pas sûre qu'on peut résoudre le problème en s'attaquant juste à une partie. Je pense qu'il faut prendre le truc dans son entier, cette idée qu'on peut dominer d'autres groupes et d'inclure les animaux là-dedans. Ils font partie du même problème. Puis on peut pas imaginer une société où tous les humains sont égaux puis qu'on continue d'exploiter les animaux. Ça marche pas. Je pense qu'on doit chercher
en guillemets, libérer tout le monde en même temps. Là. Et j'ai l'impression que les gens sont très sensibles à ça, parce que dès que tu parles de violence animalière ou de violence faite aux animaux, il y a une réaction très forte, là, épidermique. Oui. Le ressenti, l'instinct, il est là de la défense des animaux. C'est juste que c'est quand il faut passer à l'acte, de changer peut-être son mode de vie, que ça devient un petit peu plus complexe, puis... Oui, puis je pense que tu mets le doigt sur le problème, c'est que c'est pas juste une question de choix personnel, de choix individuel, de ce que moi je vais manger ce soir pour souper. Je pense qu'il y a une dimension politique là-dedans qu'il faut pas oublier. Tu sais, au quotidien, toi puis moi, on se demande pas si ce qu'on fait est juste pour toutes les minorités de la société, blablabla. On se dit qu'il y a des lois qui sont en place, qui font en sorte que tout le monde est protégé équitablement, puis que ça se passe correct, puis un salaire minimum, puis il y a les normes du travail qui s'appliquent à tout le monde, puis tout ça. Au niveau des animaux, c'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Et on pourrait très bien imaginer une société où les intérêts fondamentaux des animaux sont enchâssés dans la loi, où je peux pas décider, moi, du jour au lendemain, de tuer mon chat parce que je suis tannée de l'avoir parce qu'il est pas propre, par exemple, ou les animaux sont plus exploités pour leur chair, que comme cette base-là qui les protège. Puis après ça, comme individu, j'ai plus besoin d'y réfléchir 3 fois par jour à chaque fois que je mange. Je pense que il y a un problème, c'est qu'en ce moment, les lois protègent très, très peu les animaux. Et on en est où au Canada, justement, juridiquement? Ben, on est parmi les moins bons pays dans le monde, là, quand il y a des évaluations qui sont faites sur la protection des animaux sur la planète. Le Canada, et je pense que la dernière évaluation, c'est un C+. Là. C'est pas super. Il y a des pays, par exemple, en Europe, qui accorde beaucoup, beaucoup plus de droits aux animaux. On n'a aucun pays qui est comme l'exemple, où c'est parfait, là, où les animaux ont des droits fondamentaux, etc., etc. Mais quand je pense à la Suisse, par exemple, où la question des droits des animaux est beaucoup plus avancée que chez nous ici. Au Canada, le code criminel n'a pas été revisé depuis, je pense, 60 ans. Et il y aurait matière, puis ça, ben, il y a plein de groupes qui le demandent depuis longtemps, à reconnaître encore plus explicitement les besoins des animaux. Au Québec, on a une loi qui est vraiment correcte, là, qui a juste quelques années. Après, l'enjeu, c'est peut-être l'application de cette loi-là au match pour faire appliquer cette loi-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour améliorer et un peu s'inspirer de la Suisse, notamment en termes de juridiction, de tissu social, de contrat social? Je pense qu'un low-hanging fruit, là, comme quelque chose qui serait facile à mettre en place au Québec, c'est une demande que nous, à la SPCA de Montréal, on avait fait il y a quelques années. C'est qu'en ce moment, les codes de pratique sur les fermes, en fait, ils sont pas enchâssés dans la loi. Donc, c'est les normes de l'industrie. L'industrie, par exemple, du lait ou du porc, dit, ben, tu sais, nous, nos codes de pratique, c'est ça. Puis, nous, on s'auto-contrôle là-dedans. Mais ça fait pas partie de la loi et c'est pas le gouvernement, les inspecteurs du gouvernement qui s'assurent que c'est respecté. Donc, ça serait déjà un grand pas en avant si les codes de pratique faisaient partie de la loi. Si on déterminait ensemble collectivement qu'est-ce qu'on veut comme pratique sur les fermes. Et ça ferait un changement sans doute énorme et ça nous permettrait d'éliminer certaines pratiques là, qui ont déjà été éliminées ailleurs dans le monde. Comme quoi, par exemple? On pense, par exemple, à la castration à froid. On pense à couper parce que on coupe, puis là, je pense qu'il y a des projets de changer ça, mais comme ça fait toujours pas partie de la loi, mais chez les porcelets, par exemple, il y a de la castration sans analgésique parce que sinon, si le porcelet n'est pas castré, la viande va développer un mauvais goût. Je pense au broyage des poussins, par exemple. Ça, c'est une campagne qu'on vient tout juste de faire à la SPCA. Quand on produit des poules pondeuses, évidemment, des mâles de poules pondeuses, ça sert absolument à rien parce que c'est pas la même génétique que les poulets de chair. Donc, les mâles sont tués à la naissance. Donc, est-ce que c'est par broyage, par d'autres techniques? Il y a plein de techniques différentes, mais peu importe, il y a quand même un problème à tuer des poussins mâles dès leur naissance, alors qu'il existe des moyens de pouvoir l'identifier alors qu'ils sont déjà dans l'œuf et empêcher la naissance de ces poussins mâles-là. Donc, il y a vraiment plein de choses comme ça qu'on pourrait changer,
qui amènerait pas des gros changements dans les habitudes de consommation des gens. Les gens qui veulent continuer de manger des œufs pourraient le faire, mais changerait vraiment quelque chose dans la vie des individus non humains. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je trouve qu'on a effectivement tendance à individualiser le problème. Puis le citoyen, il y en a beaucoup dans sa cour, tu sais. Et c'est pareil pour l'environnement. Le fait de sentir d'avoir un hyper gros fardeau sur les épaules, des fois, ça décourage. Puis ça fait en sorte qu'on bloque puis qu'on demeure dans le statu quo, alors qu'on s'entend que le grand changement, effectivement, il doit être structurel, politique. On dirait que c'est quelque chose que j'entends moins dans l'espace public quand on parle de ces questions-là. On parle beaucoup du choix individuel. Je pense comme tout débat, en fait. Tous les débats sont portés vraiment sur l'individu, mais je trouve ça très intéressant de t'entendre là-dessus. Puis j'imagine que c'est aussi ce que tu voulais faire comme avec ton implication avec le SPCA, tu sais, c'est de structurer un peu ça, puis d'amener des propositions. À la SPCA, notre travail porte vraiment sur l'ensemble des animaux, puis on veut changer des choses au niveau de la société. Donc, tu sais, par exemple, dans les dernières années, on a mis fin à l'interdiction de certaines races de chiens, tu sais, ce qui est un changement qui a vraiment changé la vie de plein de chiens à Montréal. Les calèches aussi, puis ça, c'est vraiment toutes des décisions politiques qui ont eu un impact sur les animaux. On n'a pas dit aux gens boycotter les calèches, on a juste dit, tu sais, il y a plus place pour les calèches à Montréal. On devrait juste mettre fin à cette pratique-là. Est-ce que ça a été bien perçu, ça, ce changement-là, ou il y a eu des débats? Il y a évidemment eu des débats, puis ça prend des débats aussi. Je pense que la société était rendue là. Certaines personnes ont posé des questions sur le sort des cochers. Puis ça, je pense que c'est une question qui était légitime. Nous, notre job, c'était de parler au nom des chevaux qui travaillaient dans des conditions épouvantables puis qui avaient le droit d'avoir une retraite confortable. Mais dans le débat, il y a des gens qui ont soulevé l'enjeu des cochers. Puis je pense que c'était important de le soulever. Puis la Ville de Montréal a mis en place des programmes pour les aider à réorienter leur carrière. Le fait qu'il y ait des gens qui vont perdre leur job ne devrait pas nous empêcher de mettre fin à des pratiques qu'on juge dépassées. Tu sais, on peut penser à des industries super polluantes, par exemple. Ça, c'est intéressant parce que quand on parle de, par exemple, mettre fin à notre dépendance au pétrole, il n'y a pas grand monde qui dit « Ah, oui, mais le monde qui travaille au pétrole, qu'est-ce qu'ils vont devenir? » Mais je pense qu'il faut... L'État doit accompagner les gens dans leur reconversion, comme on a par exemple accompagné les producteurs de tabac dans leur reconversion dans la Nodière dans les années 80-90. Ça c'est quelque chose de super important. Fait que si un jour il n'y a plus d'élevage industriel, ça serait formidable, mais il faut accompagner les gens qui travaillent là puis les éleveurs dans d'autres choses, mais c'est tout à fait possible. Ça, c'est pas notre job à nous, les militants pour les droits des animaux, mais je pense que c'est important d'y réfléchir. Puis je dis que c'est pas notre job à nous parce que c'est pas notre discours principal, mais c'est quelque chose qu'on doit quand même garder en tête parce que comme on disait plus tôt, on va pas régler un problème en causant un autre, là. Non, puis je pense que c'est logique de voir tout ça dans une perspective globale, puis c'est normal qu'il y ait de la peur au changement. La transformation fait peur, puis c'est aussi un peu le moteur du conservatisme social, d'ailleurs, d'être attaché aux valeurs du passé, puis de vouloir rester dans un certain statu quo politique et social. Puis d'ailleurs, on peut, je pense, faire un peu de parallèle entre conservatisme social et l'attachement à la viande dans la pratique commune. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, les données nous le montrent, hein, les gens qui sont les plus conservateurs, c'est aussi ceux qui sont les moins ouverts à accorder des droits aux animaux, qui sont le plus attachés à leur steak, qui veulent le moins changer. Il y a un confort, comme tu viens de le dire, dans l'ordre d'être élu dans les choses telles qu'elles le sont. On veut pas changer ce qu'il y a là et on a peur aux bouleversements qui peuvent s'en suivre. De la même façon qu'on a sans doute peur que s'il y a plus de femmes au pouvoir, par exemple, le monde ne sera plus jamais le même. On a peur que si on accueille plus d'immigrants, le monde ne sera plus ce qu'ils sont. Puis je comprends ces gens-là d'avoir peur, mais qu'est-ce qu'on va devenir si on accorde des droits aux animaux? Qu'est-ce qu'on va devenir si on mange plus de viande? Moi, j'ai pas du tout peur à ce monde-là, mais je peux très, très bien comprendre que quelqu'un qui est un petit peu plus anxieux sur les changements sociaux soit un peu plus attaché à
ces idées-là. Puis encore là, peut-être que la solution, ce sera pas d'abolir demain matin la viande, on peut plus jamais manger de viande, mais il y a peut-être des moyens d'arriver à ça, à ces changements-là, sans que tout le monde ait changé leurs habitudes de consommation. Je pense par exemple à la viande de laboratoire, moi, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, là, manger de la viande produite à partir de cellules dans des grands bioréacteurs. Moi, j'ai vraiment zéro envie de manger. Non, j'en ai pas du tout envie, mais n'empêche qu'il y a plein de groupes qui travaillent là-dessus. Ça semble être une solution qui, d'un point de vue écologique, est intéressante. D'un point de vue de l'utilisation des ressources, c'est intéressant. Puis, si on peut produire du poulet sans exploiter de poulet, puis que les gens qui mangent du poulet puissent continuer à manger, pourquoi pas, tu sais? Et je pense que dans notre militantisme, il faut aussi garder en tête que tout le monde n'est pas comme moi. Moi, un monde où il n'y a plus d'exploitation animale, où tout simplement les animaux ont des droits, puis on mange plus de viande, ça me rend vraiment heureuse. Mais il y a plein de gens qui pensent pas comme moi. Puis il faut peut-être, dans notre discours, essayer de trouver des solutions, des aménagements pour ces gens-là, de la même façon que moi, je suis super confortable de me promener en vélo puis en métro. Mais il y a des gens pour qui, pour plein de raisons, ont besoin de leur transport individuel. Ben, l'auto électrique, c'est peut-être une solution pour ces gens-là. Ben, peut-être pas juste un désir non plus. Il y en a aussi que c'est juste une question d'efficacité, puis de rapidité, puis de comme je le disais justement, il y a une question de privilège, d'avoir le temps de choisir, puis de s'éduquer sur ces questions-là. Juste faire à manger, c'est toute une éducation qu'on n'a pas de tout le monde, puis que ça prend du temps, savoir bien s'alimenter, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il va falloir aussi peut-être. Bon, moi, il y a des gens que je vois qui sont tellement convaincus que c'est la bonne solution pour eux manger de la viande. Je verrais très mal mon père de 65 ans ne plus manger son steak et son roast beef. Et tu sais, ça vient vraiment d'un bagage culturel de quand il était petit qui peut-être que c'était associé à une espèce d'opulence. Il y a aussi un rapport affectif qu'on peut comprendre, tu sais. Et c'est peut-être avec les plus jeunes générations qu'on va arriver à faire ce changement-là parce qu'on n'aura plus le choix non plus sur le plan environnemental. Je dis pas du jour au lendemain, mais qu'il va y avoir des transformations. Comme notre rapport à l'alimentation s'est transformé dans les dernières années de manière, je dirais, extraordinaire. J'espère qu'on reviendra aussi vers le local là, après cette crise. En plus de je pense qu'il y a quand même un questionnement à y avoir sur le plan environnemental global plus précis. Puis ça, va falloir intégrer les questions du végétarisme sans être toujours dans l'opposition. Moi, ça, je suis un petit peu tannée d'être dans la polarisation des débats. Je ne sais pas pourquoi certains se sentent autant confrontés par les vegans. J'ai de la misère à comprendre. Ben, pourquoi les gens se sentent autant confrontés par les féministes? Pourquoi? Parce qu'à quelque part, je pense que il y a de la dissonance cognitive là-dedans. On pense tous qu'on est des bonnes personnes. Et si je te dis, mais tu sais, moi, je suis une bonne personne, puis j'ai arrêté de manger des animaux parce que je respecte leur intérêt à vivre, parce que toi qui te considères comme une bonne personne aussi et qui veut continuer de manger ta viande, ben ta façon d'atténuer cette dissonance cognitive-là, ça va sans doute être de dire que je suis une folle, que je suis une hystérique, que les animaux souffrent pas tant que ça, que toi, de toute façon, tu manges de la viande bio, que tu en as absolument besoin parce que tu fais du sport, etc., etc., etc. Donc, je pense que le fait qu'on se sente confronté dans nos habitudes nous amène à se polariser. Puis ça, je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. C'est le propre de toutes ces nouvelles idées qui émergent, tu sais, puis c'est normal à quelque part, mais je pense que l'idée fait son chemin. Tantôt, tu disais que je pense que les prochaines générations vont sans doute se nourrir différemment de nous. Puis je le vois, là, je veux dire, quand je parle dans des cégeps, des universités, il y a déjà plein de monde là, qui ont déjà tout compris, puis qui sont véganes. Pour des gens un peu plus âgés, c'est un peu plus difficile, mais les changements vont se faire graduellement, puis je pense peut-être que la technologie va nous aider. Là. Si on peut remplacer l'élevage industriel par de la viande de labo, ça va déjà faire un gros changement sur l'impact environnemental et tout ça. Puis après, nos habitudes individuelles, je pense qu'on est plus capable de changer qu'on le pense. En tout cas, on le voit en ce moment. Tu sais, on est capable de s'adapter. On pensait qu'on serait pas capable de s'adapter, puis on finit par trouver des façons de s'adapter avec ce qu'on a. Peut-être qu'on a une belle opportunité là pour repenser notre façon de se nourrir, puisque c'est de ça qu'on parle surtout. Tu sais, surtout qu'il faut quand même garder en tête que si on veut
éviter une prochaine pandémie comme celle qu'on a là, c'est nos rapports aux animaux là, qu'il faut repenser. Là. Ce virus-là n'est pas apparu out of nowhere. Si on ne croit pas aux théories conspirationnistes, ça vient des animaux. Là. Ça s'est passé d'un animal à l'autre. Le fameux marché. Oui. Et que ça soit... Puis tu sais, c'est pas le problème d'un marché en Chine. Si c'était pas un marché en Chine, ça serait un élevage porcin ailleurs, ça serait un élevage de poulets ailleurs. Non, c'est évident, là, c'est... Et puis, le problème, à la base, c'est notre proximité avec les animaux. C'est le fait qu'on détruit leur habitat naturel. On détruit leur habitat naturel, pourquoi? Évidemment, pour grossir nos villes, mais beaucoup pour faire pousser du soya qui sert à quoi? Pas à faire du tofu, pour moi, à nourrir les animaux. Là. Tout ça, c'est lié ensemble. Et si on veut éviter une prochaine pandémie, il faut revoir complètement notre rapport aux animaux qu'on consomme et aux animaux en général. De toute façon, tout le monde s'entend pour le dire, il faut manger beaucoup moins de viande. Et manger beaucoup moins de viande, ben ça va diminuer la quantité de terres agricoles dont on a besoin, réduire le risque de pandémie. Puis peut-être que l'autre problème auquel on va bientôt faire face, c'est la résistance aux antibiotiques. Là. La grande majorité des antibiotiques qui sont utilisés en ce moment, dans les élevages industriels. On va se retrouver très, très vite avec des bactéries qui résistent à tous les antibiotiques qu'on a. Puis là, on a un méchant autre problème sanitaire qui fait face à nous, auquel on fait face. Donc, revoir notre façon de s'alimenter, notre rapport aux animaux me semble absolument fondamental. Parce que ça veut dire que tout le monde le matin doit être végane? Non. Ça va pas se faire comme ça. Mais peut-être profiter de cette période-là pour revoir notre façon de se nourrir. C'est peut-être la bonne occasion, de la même façon que moi, je le vois bien, là, que je suis peut-être pas obligée de prendre l'avion 3 fois par année, tu sais, en ce moment. Mais juste ça, tu sais, c'est énorme. Mais c'est vraiment intéressant ta perspective. J'avoue que j'ai pas entendu cette perspective-là dans les médias. Est-ce que tu penses que les discussions commencent à avoir lieu un petit peu? Est-ce qu'à l'OMS, on parle de ça? Est-ce que c'est un débat? On en parlait depuis un bout de temps. Tu sais, j'ai revu mon premier livre et j'en parlais dedans. J'étais comme, yes, j'avais je l'avais anticipé. Il y a quelques articles qui sont parus aujourd'hui dans le Guardian. Jonathan Safran-Foer a écrit là-dessus avec un historien. Il y a quelques textes qui commencent à émerger. Évidemment, là, on est dans la gestion de la crise, puis on se demande qu'est-ce qui arrive avec les aînés, puis tout ça, puis on est vraiment dans le concret. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est la prochaine crise sanitaire. Là, c'est pas parce qu'on va réussir à trouver un vaccin contre ce virus-là qu'il y en aura plus de vaccins. Et ce pari, c'est en 95, puis des respirateurs et tout ça, là, c'est peut-être juste faire en sorte que les risques sont beaucoup moins grands. Dans la prévention. Et ça, je pense que ça implique de revoir notre rapport aux animaux. Pas juste les Chinois, mais tout le monde. Et de toute façon, on a besoin de le faire pour des raisons environnementales. Et comme je le disais, moi, je pensais jamais que je serais capable de me passer de voyage en avion. J'aime vraiment ça, voyager. Puis je vois bien que je suis capable d'envisager mes vacances autrement. Là, si je non, mais il faut arrêter ça. Là. Les avions... Ouais. Non, mais sincèrement, là, tout le monde... ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun sens de prendre autant l'avion de cette façon-là. Ça a été beaucoup valorisé. Maintenant, j'espère qu'on va tous vraiment réfléchir à nos prochains voyages. En tout cas, moi, je suis comme, non, c'est fini, là. J'essaie vraiment d'éviter la chose le plus possible. Je trouve ça positif pour ça. Tu sais, quand tu vois que les villes reprennent un peu leur vie, là, tu sais, Venise qui revit, après tout ce tourisme-là qui a amené des saccages absolument incroyables et délétères. Quand tu vois les animaux, d'ailleurs, qui reprennent un peu le contrôle des villes, là, t'as vu ça un peu... Oui, je pense que tout ça, c'est merveilleux. Mais tu sais, moi-même, là, j'avais du mal à envisager des vacances qui n'étaient pas dans la consommation, dans le tourisme, dans tout ça. Tu sais. Là, je suis capable d'envisager de passer une semaine chez nous à lire. Là. Mais de la même façon, peut-être qu'on peut envisager qu'on va manger beaucoup moins de viande. Là. Si on voyageait autant avant la pandémie, c'est que c'était facilement accessible parce qu'il y en avait partout, parce que c'est pas cher, parce qu'on pouvait aller à Paris pour 700$. En ce moment, je pense qu'on mange autant de produits d'origine animale parce qu'il y en a partout puis que c'est pas cher. On peut peut-être se dire si c'est si étroitement lié avec des conséquences environnementales, avec des risques sur la résistance aux antibiotiques, sur une prochaine pandémie, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une nécessité de la taxer, la viande?
Puis après, je veux pas que ce soit les populations les plus pauvres qui en souffrent. Tu sais, il faut trouver une façon d'équilibrer tout ça, mais on voit bien que la question de l'offre et la demande, on en revient aux questions politiques qu'on disait, là, que c'est pas juste des choix individuels, là. Si on voyageait... Il y a toute une industrie aussi au Québec quand même, que je sais que bon... Oui, mais si on mange pas de viande, on va manger d'autres choses. Et on peut accompagner les gens dans la reconversion. Tu sais, l'exemple du tabac que je disais plus tôt, tu sais, je viens de la Nodière, j'ai grandi près de Joliette. Les papas de mes amis, quand j'étais petite, étaient tous producteurs de tabac. Ah et oui? quand, dans les années 80-90, on a commencé à interdire la cigarette et arrêter de produire du tabac au Québec, puis j'ai regardé des vieux épisodes de La Semaine verte, on annonçait l'apocalypse à ce moment-là. Et puis, ben, c'est pas ça qui s'est produit. Tu sais, quand on va se promener dans la Nodière, ben là, on peut pas, mais comme on va pouvoir y retourner bientôt, c'est des cultures maraîchères. On produit même du vin. On produit d'autres choses sur ces champs-là. Tu sais. En ce moment, les monocultures de soya qui servent à nourrir les animaux, ils pourraient pas servir à produire d'autres choses. Tu sais. Ben oui. Ben oui, puis on peut avoir des serres, tu sais, pour avoir plein de super légumes à l'année. On est déjà super bon avec des serres avec un impact environnemental super bas. En ce moment, on fait pousser des tomates à l'année, puis on est vraiment bon là-dedans. On peut faire pousser d'autres choses. Et puis je pense qu'il s'agit juste, puis on le voit en ce moment, c'est d'être forcé à faire quelque chose pour être créatif. Oui, je pense que la crise amène ça aussi. Ça amène quand on est au pied du mur, on est obligé de changer notre mode de vie. Et peut-être que ça va venir d'une certaine façon avec la viande éventuellement. On ne le sait pas. Là. À long terme, il risque d'avoir des conséquences très sérieuses sur notre alimentation de toute manière, là, avec la fermeture des frontières, etc. J'imagine que ça va avoir une incidence sur la production agricole. Oui, mais en tout cas, tu sais, puis en ce moment, là, on le voit pas, puis tu l'as nommé, le lien direct entre les pandémies puis les animaux, puis comment notre consommation... Non, on le voit pas. On le voit pas, mais peut-être qu'il faut faire un petit effort pour le regarder. Puis donc, oui, il y a plein de textes qui ont été publiés là-dessus ces derniers temps. On peut aller les lire. L'OMS nous le disait, puis tout ça. Puis tu sais, en ce moment, on est comme un peu dans un monde parallèle où tout ce qu'on n'avait jamais pu faire avant, on se met à le faire. Là. Genre, moi, je fais du pain, puis vraiment super bon, mon pain. Puis j'ai pu faire le ménage de mes tiroirs, puis plier mon linge comme Marie Kondo. Ben, c'est peut-être aussi une occasion de découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles façons de s'alimenter. Mais là, ça, je suis pas sûre avec toi, Élise. Honnêtement, là, moi, faire le pain, puis encore une fois, quand je pense aux familles qui ont 2-3 enfants qui sont enseignants improvisés à la maison, tu sais, oui, c'est le fun là, de se partager toutes nos recettes sur Instagram puis sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des familles qui arrivent juste à faire à manger parce qu'ils sont très fatigués. Puis eux, ils vont pas prendre la photo de leur craft dinner le soir. Tu sais, on s'entend que ce qu'on voit, c'est un visage là. Tu sais, mais on peut. Moi, c'est mon chum qui fait à manger d'ailleurs. Je tiens juste à le remercier. Puis il est passionné, mais éventuellement, oui. Je suis d'accord. Mais juste, tu sais, parce que moi, je comprends que si tu as des enfants à la maison, il faut que ça roule tout ça, le souper, puis que c'est pas le temps d'expérimenter des nouvelles recettes. Mais il y a pour plein de gens que c'est un beau moment pour essayer des nouveaux trucs, tu sais. Et de toute façon, c'est pas tout le monde qui va changer en même temps, c'est pas tout le monde qui va changer au même rythme. Mais tu sais, en ce moment, il y a 5% de la population qui réduit drastiquement sa consommation de viande, ça a un impact sur l'environnement, mais ça a surtout un impact sur la vie de ces animaux-là. Et je veux pas tout ramener à des choix individuels, ça c'est important, mais souvent il y a des trucs qu'on remet plus tard puis qu'on pense qu'on sera pas capable. Puis c'est pas si pire que ça, finalement. Ça peut être une activité, entre guillemets, pédagogique aussi de faire des recettes. Là, je veux pas non plus être négative là-dessus de toute façon. Mais d'ailleurs, il me semble que tu as écrit un livre, là, 26... c'est quoi voyons le titre de ton livre de recettes? Oui, Table végane que j'ai fait avec Patricia, qui est paru il y a juste un an, que j'ai fait paraître avec Patricia Martin. Puis le défi vegan 21 jours? Aussi. Ben ça, c'était juste avant. Le défi vegan, c'est plus une espèce de guide pratique, puis dedans, il y a des recettes. Non, mais c'est bon à avoir là, si on est dans le jus. C'est une espèce de guide pratique qui nous accompagne dans une transition qui peut être à temps plein, à temps partiel, n'importe quoi, avec des petites recettes de base à la fin. Et puis, l'année passée, avec Patricia Martin, avec Table végane, ce qu'on a présenté, c'est 10 tables
pour recevoir du monde. Donc là, le timing pour recevoir du monde est pas super, mais ces recettes-là, on peut les faire à la maison. Il y en a des super simples, mais qui sont inspirées de 10 personnes véganes, mais d'origine ethnique différente, qui sont des Montréalais. Ah, donc, cool! Marianne Guyenne, qui est vietnamienne, a adapté ses recettes d'enfance. Puis je pense à ces espèces de beignets d'enoki qui sont vraiment, vraiment, vraiment super cool. Xavier moi, j'aime ça, les petits gnocchis. Et là, c'est les enoki. Ben aussi, tu sais, comme, c'est niaiseux, mais moi, je mange tellement de pâtes. Mon chum est italien. Je mange tellement de pâtes aux légumes, puis à chaque soir, c'est comme, ah oui, merci Dieu d'exister. Avec juste des pâtes au brocoli, c'est la recette la moins chère. C'est tellement bon. Tu mets juste des petites patates, ton petit brocoli, puis go. Je ne savais pas que ça existait, ça, des pâtes au brocoli. Mais moi, en voyage, mon dernier voyage, j'étais dans un Airbnb, puis je cuisinais, puis je cherchais des recettes faciles à cuisiner, puis j'ai découvert les gnocchis avec des choux de Bruxelles. Tu fais cuire les gnocchis à la poêle, tu fais cuire les choux de Bruxelles à la poêle, tu rajoutes du zeste de citron là-dessus, un petit peu de jus de citron, un petit peu de sirop d'érable. C'est complètement fou. Ah oui? Ouais. Mais des choux de Bruxelles, moi, en général, les choux de Bruxelles, j'adore ça, là, grillés. Tout légumes un peu plus consistants, grillés, tu sais, ça fait vraiment la job, puis ça te donne tes petites vitamines. Mais bon, écoute, j'ai toujours faim. Moi, en ce confinement, excuse-moi, faut pas qu'on parle trop de bouffe. Je suis toujours en train de manger. Je sais pas toi, là. Ouais, moi, tu sais, je travaille de la maison, fait que c'est sûr que je suis à côté du frigo. C'est un peu tentant. J'essaie comme de me mettre des heures pour manger puis de pas tout le temps grignoter, mais c'est tough. Puis je cuisine la fin de semaine pour toute la semaine, fait que tu sais, je peux manger sans même avoir à cuisiner parce que comme j'ai des plats prêts dans mon frigo là, tu sais, je me suis fait des aubergines parmigiana, mais avec du parmesan vegan. Mais tu sais, c'était super niaiseux, là. J'ai fait cuire mes aubergines au four, j'ai fait une sauce tomate, puis j'ai tout aligné ça, puis j'ai cuit ça au four pendant 50 minutes, puis je pense que ça va être ça que je vais manger midi, puis j'adore cette recette. C'est tellement simple, puis c'est tellement bon, puis ouais. Ben moi, je me suis inscrite aussi au panier bio de l'échoppe de fromage sur la Rive-Sud. J'habite sur la Rive-Sud. Puis là, j'ai découvert mon panier. Puis j'étais comme, c'est quand même cool. Tu sais, il y a des betteraves, plein de trucs, justement, plein de recettes parfaites pour des recettes végétariennes, notamment. Puis je suis comme, tu sais, la betterave. J'avais oublié la betterave, à quel point c'est un aliment riche et intéressant qu'on peut utiliser pour les soupes, les potages et tout. En tout cas, j'étais bien contente de mon petit panier parce que là, les loofahs étaient je pense qu'ils sont out of order ou... Moi, j'en ai reçu un vendredi. Mais je pense qu'ils ont du mal à suffire à la demande, mais j'avais de la mizuna dedans, ce qui est comme une espèce de laitue japonaise là, que j'ai fait revenir à l'huile avec un petit peu de jus de citron. Il faut que je note ça, là, moi. Mizuna. Mizuna, je pense pas que je vais avoir ça nulle part. Mais il y en a chez nous. Fait que si tu réussis à avoir un panier, tu es capable. Ben là, je vais encourager les shops parce que c'est un petit commerce puis ils ont passé au feu l'année passée. Mais écoute, pour revenir à notre sujet, excuse-moi, je le savais que je après avec la bouffe parce que j'ai toujours faim. Tout le monde a faim d'ailleurs, tout le temps, ces temps-ci. Tu sais, elle parle, c'est aussi le parcours de femmes fortes dans certains milieux qui sont parfois, plus machos, etc. Pas tout le temps, mais des fois, j'interroge des filles qui ont eu ce parcours-là. Et le milieu vegan, j'ai compris que ça n'a pas toujours été parfaitement égalitaire, notamment par la reconnaissance des auteurs. Est-ce que toi, tu as subi ou tu as vu, peut-être pas concrètement, personnellement, mais dans les structures, une certaine forme pas de sexisme, mais de traitement différencié? Ben, oui, je pense qu'on peut parler d'une certaine forme de sexisme. Je pense que moi, ça a été relativement facile. Là, je pense que j'ai eu une vie militante relativement facile, mais n'empêche que, tu sais, dans les grandes organisations de protection animale, jusqu'à tout récemment. Je pense qu'autour de MeToo, ça a commencé à s'effondrer, cette structure de domination mâle-là, puis c'est tant mieux, mais était dominée par des hommes. Et on l'a vu, toutes les grandes organisations avaient des hommes leaders, puis il y a quelque chose de quand même problématique à ce qu'un mouvement composé à 90% de femmes soit dirigé par des hommes, puis c'était réellement des hommes. Attends, tu me dis 90%? À peu près 90% des militantes sont des militantes.
OK, mais c'est dirigé par des hommes. Mais tu sais, même quand on regarde l'histoire de la SPCA de Montréal, qui a eu 150 ans l'année passée, je suis la première femme directrice générale à temps plein. Là. Il y a eu des intérims, mais ça a pris 150 ans pour qu'on mette une femme dans un poste de direction. Et je pense que derrière ça, il y a cette idée que les émotions, c'est pas bien. Tu sais, j'ai beaucoup étudié les premières militantes pour les droits des animaux au 19e siècle. Puis c'était aussi des suffragettes, donc elles militaient pour le droit de vote des femmes. Puis comment elles gossaient dans ces premières SPCA-là, dans ces premiers mouvements-là, tu sais. On disait qu'elles étaient trop émotives, on disait qu'elles étaient trop sensibles, on les traitait de follow au shop et tout ça, un peu exactement comme aujourd'hui, en fait. Les hommes voyez un peu le mouvement, puis là, on est au 19e siècle, on n'est pas aujourd'hui, mais le mouvement des droits des animaux comme une façon de contrôler les classes inférieures, tu sais, en protégeant les chevaux, ben c'est une façon de contrôler les cochers, tu sais. C'est une façon de dire aux plus pauvres que ce que vous faites, c'est pas correct. Les combats de coqs, c'est pas correct. C'est une façon d'avoir du contrôle sur la société, alors que pour les femmes, ça venait vraiment de l'empathie. Et c'est quelque chose qui dérangeait, puis même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que notre message est mieux perçu quand on y va avec des arguments très rationnels là, sur la cognition des animaux, puis leur capacité de ressentir la douleur, puis tout ça en se basant sur des études, puis des trucs comme ça, plutôt que juste dire comme « shit, comme ça me fait mal de le voir souffrir, puis j'ai pas envie que ça se passe comme ça. » Alors que c'est le fondement. Oui, c'est le fondement, la dignité, vouloir la dignité pour l'autre. Mais dans notre société très dualiste, tu sais, la raison est opposée aux émotions. Si tu es émotif, tu n'es pas rationnel. Tu sais. Puis je pense que de plus en plus, on réussit à déconstruire ça, mais dans notre mouvement, je pense que parce que notre cause est tellement nouvelle et tellement pas prise au sérieux, on a voulu dire que, ben, tu sais, on va mettre des hommes forts leaders avec des grandes gueules, avec un saut puis une cravate, puis ça va comme un peu mieux passer que si c'est comme une madame avec une robe fleurie qui parle. Mais le fameux power suit, mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que ce dualisme-là, on peut l'appliquer dans toutes les sphères de notre société et dès que comme femme, on a à s'exprimer dans l'espace public, on fait face à ce défi-là, en quelque part. Alors que, pour moi, le fondement là, du militantisme, quelque part, il vient aussi d'une expérience intime. C'est si on dit que le privé est politique, quand même un axe fondamental du féminisme, ben il faut accepter aussi qu'il y a un partage d'émotions. Puis même, des fois, moi, au quotidien, les gens, soit ils pensent que je suis, tu sais, c'est soit que je suis comme perçue comme la hyper rationnelle, un peu froide, etc. Ou si des fois j'ai l'impression d'exprimer certaines émotions parce que je me dis, ben c'est pas ça, ce n'est pas que ça. Il y a comme, oh mais mon Dieu, vas-tu bien, es-tu correct, es-tu ci, es-tu ça? Alors que pour moi, le partage d'émotions fait partie aussi d'un discours, d'un tout, tu sais. Si j'exprime une empathie envers un animal qui meurt, je me considère pas inférieure intellectuellement. Et pour moi, ça vient avec, effectivement, ce que tu nommes, là, l'espèce de bagage de ce que Iris Mayen-Young parle d'une espèce de communication hyper rationnelle qui se veut universaliste, alors que, c'est une façon de faire qui a été imposée par des hommes en pouvoir. Alors que je pense que ça ferait du bien à tout le monde de parler des fois d'émotions, tu sais. Ben oui. Si les garçons ne parlent pas d'émotions, ou on parle beaucoup moins, c'est pas parce qu'ils en ont pas, c'est parce qu'on les a socialisés à le cacher, tu sais. Exactement. Et puis, ils en souffrent aussi, là. Je veux dire, le patriarcat fait des victimes chez les hommes et chez les femmes. Et ça renforce finalement les assises d'une masculinité toxique, viriliste, justement, et ça crée beaucoup de dommages à la fois chez eux comme chez les autres, finalement. Je pense qu'on serait tout le monde mieux dans une société plus ouverte aux émotions. Puis je trouve ça faux de dire que les femmes sont plus émotives que les hommes. Tu sais, je trouve ça ridicule. Et voilà. Mais est-ce que toi, donc, tu te permets d'exprimer des fois ton empathie? Bien, de plus en plus, mais je te dirais que c'est nouveau. Quand
quand j'ai commencé à militer, mes premiers livres, c'était comme super factuel avec des notes de bas de page, puis je parlais pas du tout de moi, je parlais pas du tout d'émotions, je parlais pas du tout de ce qui m'a touchée. Et c'est venu plus tard en lisant sur le féminisme, en devenant plus militante féministe, que je me suis dit, hey, tu sais, il y a un problème là-dedans, à ce que j'essaie de mettre mes émotions de côté. Et que j'essaie d'être un personnage qui est pas moi, parce que moi, dans la vie, j'en ai des émotions, là, tu sais. Puis que je fasse vraiment une séparation entre l'Élise privée puis l'Élise publique. Et je me rappelle comme une des... dans mes premières journées à la SPCA, ça fait peut-être comme 3 semaines que je suis là, j'apprends l'euthanasie d'un chien, puis je me sens coupable de cette euthanasie-là parce qu'on m'avait envoyé un courriel pour me demander si je donnais mon OK. J'ai pas regardé le courriel à temps. Le chien a été euthanasié. Puis aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Là, on a un taux d'euthanasie qui est super bas. Il n'y a plus de décisions qui sont prises comme ça, mais à l'époque, ça l'était. Et je suis dans mon bureau et je pleure parce que je me sens cheap que ce chien-là soit mort à cause de moi. Puis il y a une de mes collègues qui rentre dans le bureau et mon premier réflexe, c'est de m'essuyer les larmes et de faire comme si de rien n'était. Puis là, j'ai vraiment entendu tout ce que j'ai lu. Je me suis même entendue, moi, comme conférencière, faire comme « Hey, pourquoi tu caches ça? » Puis là, j'ai dit à la collègue, comme, hey, je m'excuse, j'ai de la peine, tel chien est mort. Puis ça a ouvert une super belle conversation parce qu'elle aussi, elle avait de la peine. Puis on a pu, à partir de ce moment-là, discuter de la tristesse qu'on avait. Mais c'était comme la première fois que je me permettais de brailler en public, là, tu sais. Oh, oui. Puis c'est sûr qu'après ça shake, ça fait peur. Puis, tu sais, des modèles de gens qui font ma job, j'en ai pas, tu sais. Puis des femmes dans des rôles de direction, il y en a pas tant que ça encore. Fait que, c'est-tu correct, de brailler? C'est-tu correct, comme, de dire que je me suis trompée? C'est-tu correct de dire, comme, je me sens pas super bien aujourd'hui, j'ai de la peine, je trouve ça dur? Comme, tous les modèles de boss que j'ai eu dans ma vie, c'était comme des hommes à l'apparence tough, qui n'en avait pas d'émotion qui montraient, là. Fait que c'est un défi pour moi de réinventer ce que c'est comme d'être une leader qui a des émotions, mais je pense que j'ai réussi, tu sais. Puis ce qui est fun, c'est que ça ouvre la porte à des vraies discussions sur des questions comme la fatigue, la compassion, tu sais. C'est quelque chose auquel on est toutes confrontés, là. On l'a dans le milieu de la santé, évidemment, mais cette espèce de burn-out, de compassion, on le vit tout dans un milieu de refuge, là. Tu sais, même s'il n'y a plus de mise à mort de masse, même si on essaie de sauver tous les animaux qu'on peut sauver, à un moment donné, juste prendre soin des animaux, là, c'est tough, là. Le care, c'est tout l'ensemble du care, je crois. Je veux dire, on pense tout le monde qui est dans le care a d'abord une espèce de non-reconnaissance dans l'acte. Mais là, d'être capable de se dire, puis de nommer, tu sais, les meetings hebdo avec mes collègues, la première question, c'est comment tu vas? Puis on est capable d'avoir c'est pas un « Ah, c'est correct, c'est beau », tu sais. On est capable de se dire « Hey, c'est un peu plus tough ces temps-ci », tu sais, puis j'ai de la misère à motiver ou... tu sais, je pense que je suis plus capable. Comme ça vient, cette discussion-là, mais ça vient, je pense, parce que moi-même, je me permets d'avoir des émotions, tu sais. Puis je pense que, sincèrement, avec les réseaux sociaux, il y a une ouverture au dialogue, de plus en plus. Il y a plein de choses qu'on dit qu'on disait pas avant et qui fait en sorte qu'il y a justement cette plus grande ouverture dans le partage. Puis ça fait beaucoup de bien. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'on pourrait imaginer la ministre de la Santé dire dans sa conférence de presse cet après-midi, là, je commence à être un peu à bout, là, tu sais, c'est dur, tu sais. Je suis pas sûre. Alors que je suis pas mal sûre qu'Horacio Arruda, s'il faisait une petite ligne là-dessus, ça passerait. Ah oui, non, mais ou Horacio qui verse une petite larme, là, ça serait extraordinaire, là, tu sais, je veux dire. Ah non, il y a un double standard, là, c'est évident. Ouais. Mais Mme McCann qui verse une petite larme puis qui dit qu'elle est un peu épuisée. D'ailleurs, tu sais, on parlait de série Netflix pourrie tantôt, mais la série Netflix sur Hillary Clinton est vraiment, 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 vraiment excellente. Ah oui, je veux la voir. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Puis, c'est un peu long, puis il y a plein de défauts, mais ça amène les questions fondamentales, tu sais. Pourquoi Hillary Clinton, ça n'a jamais été correct, tu sais? Puis qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle soit, puis qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, puis... Quand elle était émotive, elle était trop émotive. Quand elle était pas émotive, elle était trop froide. Puis je pense que
si on accepte dans nos relations entre nous de mettre un petit peu plus de place pour les émotions puis tout ça, je suis pas sûre qu'on est prête à l'accepter pour nos leaders femmes encore. Non. Puis d'ailleurs, j'ai interviewé Pauline Marois il y a 2 semaines, puis on lui a beaucoup, beaucoup demandé, alors que c'est l'une des femmes les plus compétentes que... Oui. Voilà, qui a géré notre État, finalement. Tu sais, on est une autre. Pauline Marois, c'était jamais correct. Tu sais. T'es trop bourgeoise. C'est jamais correct. Puis je pense que c'est le problème des femmes leaders. C'est jamais correct. T'es trop, t'es pas assez. Puis il y a une des conseillères d'Hillary Clinton qui dit, mais comme, donnez-moi un modèle, dites-moi ce que vous voulez qu'elle soit, puis on va la mettre comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, là? Puis il n'y a pas de réponse claire. Non, puis c'est vraiment pas évident. Je veux dire, plus ça change, plus c'est pareil. Puis je dis souvent, bon, il faut relire l'intro de King Kong Theory de Virginie Despentes, là, qui nous fait la grande démonstration qu'une femme ne sera jamais assez. Et peu importe l'apparence, le physique, etc., le mental, la reconnaissance, et dans toutes les sphères de la société, finalement. Mais pour nos femmes leaders, je veux dire, c'est démontré et c'est très, très ingrat. Je trouve ça plate. Mais je pense qu'on est en train de changer, mais petit à petit. Puis c'est très implicite, c'est très ancré en nous. Et à un certain moment, il va falloir aussi s'interroger sur nos inconscients, que ce soit par rapport aux animaux, que ce soit par rapport aux femmes, que ce soit par rapport aux groupes racisés. Je pense qu'on aurait intérêt, pour contrer les oppressions, à s'interroger sur nos billets. Mm-hmm. Nos billets qui sont partout, qui sont tout le temps là. Mais nous, là, ça nous inclut nous, là. Ça inclut nous, là. Je veux dire, moi, je suis une femme blanche privilégiée. Je veux dire, j'ai un droit de parole dans l'espace public. Je suis privilégiée. J'ai des billets. Je veux dire. Même moi, je remarque que des fois, je remarque les vêtements que porte une politicienne, puis j'ai comme une opinion sur ses vêtements, puis là, je me fais, hey, on s'en crisse, là. Horacio, j'ai jamais remarqué comment il est habillé, là, tu sais. Mais, puis je remarque pas si le premier ministre a le même saut pendant 2 jours de suite, mais je le remarque pour une politicienne, puis je suis comme, hey, come on, là. Mais au moins, j'en prends conscience, puis je ferme ma gueule. Mais ça vient tout seul, tu sais. De voir qu'elle a l'air fatiguée, de me poser des questions sur son maquillage, ça vient tout seul, tu sais. Ça vient tout seul, c'est dans nos inconscients, c'est dans notre éducation aussi. Des fois, ça m'enrage quand j'entends certaines personnes, mais j'essaie de me calmer, j'essaie de dire, bon, je veux pas non plus rejeter, violenter l'autre, mais ça vient me chercher quand on parle des femmes publiques. Et ça fait que je me dis, tu sais, au moins, comme, tu sais, puis évidemment, tu sais, je suis pas Geneviève Guilbeault, tu sais, puis j'ai pas un très gros rôle, mais pour mon équipe, je suis quand même leur boss, puis je me dis, hey, tu sais, pour ces filles-là, elles ont quand même une boss qui est peut-être un petit peu différente des boss que j'ai eus, tu sais. Je me dis, peut-être que je peux, moi, des fois, d'avoir des modèles comme que je peux suivre, je peux construire ce modèle-là pour elle. Tu sais. Puis donc, il y a quelque chose de super motivant là-dedans. C'est vrai que Geneviève Guilbeault, elle a eu droit à un article là, pour dire qu'elle était trop bête, autoritaire, etc., ou je ne sais trop. Là, je ne sais pas si tu avais vu ça passer. Mais je suis pas mal sûre que ben des gars gèrent aussi durement, là, puis ils n'ont pas droit à des articles de ce type-là. Mais après... Je veux dire, Geneviève Guilbeault est une super communicatrice. Elle a un super job dans sa gestion des inondations l'année passée. Elle était hallucinante. Comme, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus, là? Mais, puis en plus, ben, tu sais, elle parle un peu de sa vie privée, puis elle a des enfants, puis elle a 2 bébés. 2 bébés. Mais encore là, c'est pas correct. Puis comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle est trop belle, elle est pas assez belle, elle est comme trop grande, trop jeune, trop... C'est fou, tu sais. C'est fou, puis c'est pas tant ses projets comme tels politiques que sa personne. T'sais, Simon Jolin Barrette, oui, on dit que c'est un robot, mais c'est surtout son projet de loi qui dérange. Ouais. Geneviève Guilbeault, ça va être vraiment sa personnalité là, qui va déranger, mais en même temps, en tout cas, j'espère qu'il y a quand même des gens qui reconnaissent son travail, là, parce qu'elle le fait bien. Oui. Mais tu sais, je disais qu'il n'y avait pas des tonnes de leaders dont je m'inspirais dans les femmes qui sont actuellement au pouvoir autour de nous, parce qu'ailleurs dans le monde, il y a des femmes extraordinaires, là, mais Geneviève Guilbeault, puis politiquement, tu sais, j'ai jamais voté pour la CAQ, puis comme je trippe pas sur la CAQ, mais je trouve qu'elle fait un travail incroyable, tu sais.
Oui, puis on peut le reconnaître, ça, même si on a des différents politiques. Ouais. Mais on est clairement en manque de modèle. Puis quand notre modèle principal, de leader politique, par exemple, est Pauline Marois, qui a vécu un attentat politique horrible, qui s'est fait traîner dans la boue à cause, encore une fois, de son physique, ça donne pas le goût, je veux dire. C'est évident qu'on a besoin de plus de modèles et voilà. Mais je pense que ça prend des filles comme toi, Élise. T'entends-tu mon bébé brailler dans le fond de... Oui. Ouais, je pense que je vais devoir aller le nourrir. Et aussi, je me demande, Zoom, là, c'est 40 minutes ou plus que 40 minutes? Ça dépend si tu as un compte pro ou pas. Là, mais moi, je pense que j'ai payé sans faire exprès. Parce que là, ça fait plus de 40 minutes qu'on parle. Je sais pas, je vais pas leur passer. Mais écoute, en terminant, les gens sont beaucoup en manque de lecture. Ouais. Et bien entendu, je vais conseiller tous tes livres. Je mange avec ma tête, Vache à lait, le défi vegan. Qu'est-ce que tu as publié d'autre? Le livre de recettes Table vegan. Table vegan. Après, il y a plein de textes aussi un peu partout. Je vais faire une suggestion, mais je sais que les écrits de Carol J. Abrahams, pour celles... Adams, excuse-moi, je me trompe. Abraham, comme je sais pas pourquoi j'ai Abraham dans la tête, mais c'est quand même intéressant si on veut un peu associer féminisme et véganisme dans les débats. Est-ce que tu as d'autres... La politique sexuelle de la viande qui est disponible en français, dont j'ai fait la préface en français. Dans la revue L'Amorce, qui est une revue en ligne à laquelle je collabore un petit peu, il y a plein de textes aussi sur féminisme, animaux. Il y a plein de trucs super intéressants. Il y a le blog Hypatie. Il y a plein de trucs qu'on peut facilement trouver en ligne un peu partout si on veut poursuivre ces réflexions sur ces enjeux-là. Ben, merci beaucoup, Élise. Écoute, j'aurais aimé ça passer plus de temps avec toi en studio, mais la vie étant ce qu'elle est, c'est Zoom. Puis je te souhaite un super bon confinement, des bonnes recettes. Je vois ta petite plante en arrière. J'espère que tu t'amuses quand même malgré les temps sombres. Hein? Ça va bien, puis je suis bien entourée. J'ai des chats adorables avec moi d'ailleurs. Ben oui, il dort, ton chat encore. Est-ce qu'il fait encore de dos? Belle vie. C'est une petite... Oui, mais des fois, je me demande s'ils s'ennuient, tu sais. Sont-ils en dépression? Et bon, à 4 heures du matin, quand ils jouaient avec leur balle, ils n'étaient pas tout en dépression. Bon, ben merci beaucoup. Puis écoute, je dois aller nourrir mon fils. Alors, je te laisse là-dessus. Puis je mettrai tous les liens de tes livres sur la page. Super. Merci. OK, merci beaucoup. Bye.